tous, bienvenue dans ce module consacré totalement au football. J'ai décidé de vous parler de ce sport qui me passionne depuis l'enfance et pour lequel je suis nutritionniste depuis plus d'1 an en ayant intégré le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Le football est un sport d'équipe intermittent, c'est-à-dire un sport où les joueurs d'élite effectuent des mouvements à faible intensité, par exemple marcher ou trottiner, pendant plus de 70% du match, entrecoupés d'environ 150 à 250 actions à très haute intensité, comprenant des sprints maximaux, des virages, des tacles, des sauts, ainsi que des accélérations et décélérations. Une semaine d'entraînement peut comprendre en moyenne 5 à 8 entraînements en fonction de la période et des journées doublées plus le ou les matchs. Les entraînements varient entre jeux longs, jeux courts, haute intensité, travail de force et travail tactique et ne requerront donc pas la même énergie. Les matchs se décomposent en plusieurs temps. L'arrivée au stade, l'échauffement, le retour au vestiaire, 2 mi-temps de 45 minutes entrecoupés d'une pause de 15 minutes et éventuellement des prolongations ou des tirs au but en fonction de la physionomie du match et des règles définies. Lors d'un match, la fatigue peut survenir temporairement après des périodes courtes et intenses pendant les 2 mi-temps et progressivement vers la fin de chaque mi-temps. Il a été constaté dans les études que la distance totale et les activités de haute intensité diminuent après les périodes de 5 minutes les plus exigeantes pendant un match et à la fin de la seconde mi-temps par rapport à la première mi-temps. Ceci est donc très important pour gérer la stratégie nutritionnelle. L'analyse des matchs suggère également que la distance parcourue en course à haute intensité par les joueurs d'élite au cours des 15 dernières minutes d'un match est inférieure de 14 à 45% à celle observée au cours des 15 premières minutes. Cependant, la distance parcourue à des intensités élevées peut rester constante tout au long de la seconde mi-temps, en raison de stratégies de rythme selon lesquelles les joueurs effectuent moins d'actions à des intensités faibles ou modérées pour épargner leurs efforts. Enfin, les performances de saut, de sprint et d'exercices intermittents, lorsqu'elles sont évaluées après un match, semblent être significativement inférieures par rapport aux valeurs de base. Ensemble, ces résultats suggèrent qu'à un niveau de jeu d'élite, les joueurs ressentent de la fatigue vers la fin du match et temporairement après des rafales intenses. En ce qui concerne les différences de position, une distance totale significativement plus grande parcourue pendant le match de football d'élite a été montrée chez les milieux de terrain centraux et les milieux de terrain sur les côtés et les milieux de terrain larges, tous deux d'environ 12 à 13 km, alors que les défenseurs centraux ont toujours été montrés pour parcourir la distance totale la plus faible, environ 10 km ou moins. L'absorption maximale moyenne d'oxygène au cours d'un match est de 70% de la VO2 max. Au plus haut niveau, le nombre de matchs par saison peut être en moyenne entre 55 et 80 matchs, avec des matchs pouvant être joués tous les 3 jours. 2 périodes peuvent également être critiques, les vacances d'été, ainsi que la pré-saison qui suit, avec l'exigence qu'elle comporte et le risque de blessure si le joueur revient dans de mauvaises conditions de forme. Et la trêve hivernale, correspondant à une période de fête, avec la possibilité éventuelle d'un relâchement sur le plan nutritionnel, à une période où les vitamines dans les aliments sont moins présentes pour assurer la santé du footballeur. Ceci, bien entendu, n'est pas valable en Angleterre, où il y a également des matchs pendant cette période. Plusieurs choses sont à prendre en compte lorsqu'on est nutritionniste. Tout d'abord, le poste du joueur. Par exemple, un gardien aura une dépense énergétique beaucoup plus importante à l'entraînement et moindre en fonction des matchs, mais devra avoir une concentration accrue. Un défenseur n'aura pas la même dépense énergétique qu'un attaquant ou un ailier. Ensuite, les conditions de jeu. Si le match se déroule dans un climat chaud ou froid, dans l'après-midi ou le soir,
par exemple, nous ne pourrons peut-être pas conseiller de la caféine pour un match qui se joue à 21h si cela empêche ensuite notre joueur de bien dormir, ou encore les heures de repas d'avant-match qui devront être adaptées, mais nous aurons l'occasion bien sûr d'en reparler et de voir tout cela en détail dans les futures vidéos. Si le match a lieu dans un pays étranger où les denrées à disposition ne sont pas les mêmes par exemple, il faut faire également attention. Ensuite, en tant que nutritionniste, nous devons également nous renseigner sur l'organisation des repas, surtout lors des déplacements, pour les anticiper. Il faut échanger avec le prestataire de repas, rédiger un cahier des charges vraiment précis, s'assurer de la qualité des repas servis et bien d'autres choses encore. L'organisation des semaines d'entraînement doit également être prise en compte pour périodiser la prise alimentaire en fonction de l'intensité des entraînements, des jours de repos et du nombre de matchs dans la semaine. Il nous faudra également prendre en compte les pratiques individuelles de chaque joueur, les périodes de jeûne, comme le ramadan ou le jeûne intermittent, la consommation ou non de certains aliments, des athlètes végétariens par exemple, ou des intolérances potentielles au lactose ou à certains aliments. Le tout étant de savoir traiter chaque individu tout en ayant une vision collective. Tout un défi que nous évoquerons dans les vidéos qui vont suivre, alors restez bien connectés. Très bonne fin de journée.